Pas de répit pour le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. La branche affiliée à Daesh a mené une attaque dans le nord du Nigeria. Le bilan est lourd, 30 morts et plusieurs blessés. En Algérie, le parquet général requiert 20 ans d'emprisonnement contre Saïd Bouteflika. Le frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika et ses 3 co-accusés sont poursuivis pour déstabilisation de l'État. Et puis, les pays africains cherchent à mieux s'impliquer dans la résolution de la crise libyenne. C'est ce qu'a martelé le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité. C'était à l'occasion du 33e sommet de l'organisation. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Les djihadistes ont encore frappé dans le nord du Nigeria. Cette fois-ci, au moins 30 personnes ont été tuées dans une attaque non loin de la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri. Dans cette zone règne sans pitié le groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Au moins 30 civils tués, plusieurs femmes et enfants également enlevés et 18 véhicules brûlés. C'est le bilan communiqué par un porte-parole du gouvernement local après une attaque perpétrée par des membres du groupe État islamique dans un village proche de la capitale de l'État du Borno au nord-est du Nigeria. Un autre membre des milices combattant, les djihadistes aux côtés de l'armée, a dénombré une trentaine de camions brûlés. Les combattants ont également saisi 3 autocars qui se rendaient vers Maïdougouri, qui avaient dû s'arrêter comme les autres véhicules en raison du couvre-feu imposé par l'armée. Des enfants et femmes ont été enlevés et des djihadistes ont ensuite pillé un village voisin avant d'y mettre le feu. Il faut dire que la sécurité est extrêmement aléatoire sur cette route entre Maïdougouri et Damaturu, seul axe de survie pour Maïdougouri, ville de plusieurs millions d'habitants encerclée par les violences. La région est récemment passée sous le contrôle de l'ISWAP qui multiplie les enlèvements et les attaques sur cette route depuis plusieurs semaines. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes de leur foyer depuis 2009. Un nouveau report dans la formation d'un gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud n'est ni désirable ni faisable, a soutenu ce dimanche soir l'organisation est-africaine l'IGAD, médiatrice dans le conflit sud-soudanais. Cette déclaration intervient à l'approche de la date butoir du 22 février. La formation d'un gouvernement d'union a été reportée 2 fois en mai et en novembre 2019 et une nouvelle extension n'est ni désirable ni faisable à ce stade du processus de paix, a indiqué l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD dans un communiqué. Un document publié dans la nuit de dimanche à lundi à l'issue d'une rencontre entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, en présence notamment du président ougandais Yoweri Museveni et du premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette rencontre n'a pas permis de trouver un accord entre Salva Kiir et Riek Machar sur la principale pierre d'achoppement des négociations en vue de la formation du gouvernement d'union, à savoir le nombre d'États régionaux ainsi que le tracé de leurs frontières. Au terme de la réunion, l'IGAD a accédé à la requête de Salva Kiir de mener de plus amples consultations avec ses consultants et d'informer le président de l'IGAD le 15 février 2020. La signature d'un accord de paix en septembre 2018 a permis de réduire les combats au Soudan du Sud, mais une commission des droits humains de l'ONU a regretté vendredi dernier une multiplication des violences armées et des atteintes aux droits de l'homme à l'approche du 22 février, date butoir pour former un gouvernement d'union. Salva Kiir et Riek Machar peinent à concrétiser certaines dispositions cruciales de l'accord de paix. Ils ont multiplié dernièrement des réunions pour résoudre leurs différends, mais en vain. Les Camerounais, eux, étaient aux urnes dimanche dernier. C'est pour élire leurs députés et les conseillers municipaux. La participation était très faible dans les zones anglophones, selon les témoignages recueillis sur le terrain. Pourtant, à l'observation et en attendant les chiffres officiels sur les taux de participation, la réalité pourrait être beaucoup plus nuancée. À Douala et au terme des opérations de dépouillement, plusieurs observateurs ont relevé
qu'à peine plus du tiers des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Oui, pour ça, on n'a même pas pu atteindre le tiers de ce qu'on attendait. Parce qu'un centre, par exemple, de 400 personnes qui se retrouvent avec 50 électeurs, 70 électeurs, vraiment, c'est un peu désolant. J'ai fait le tour des bureaux de vote. Je trouve qu'avec tout le calme qu'on a pu observer, les gens ont voté librement. Il n'y a pas eu d'incident. En tout cas, pour le moment, rien n'a été noté comme incident. En attendant le verdict de la commission électorale, dans les 6 arrondissements que compte la ville économique, la tendance met le RDPC en tête devant le parti PCRN de Cabral Libye et enfin le Social Democratic Front. Je crois que ça risque d'être la dernière élection à laquelle je participe parce que je suis fatigué de me battre pour une organisation des élections qui est tout simplement conforme à la réglementation en vigueur. On a prévu, l'article 104 est très clair. Au moment où je parle, j'ai fait tous les centres de vote. Nulle part, les choses ne sont organisées conformément à la législation. Pour rappel, la journée de vote a été globalement calme dans l'ensemble du pays, émaillée cependant par quelques incidents qualifiés de mineurs par les CAM et les autorités. Une localité située près de Magina, à l'est de la République démocratique du Congo, s'est vidée de ses habitants ce week-end. Les populations fuient les attaques du groupe des ADF. L'intervention des autorités locales pour tenter de les dissuader n'a rien changé. Mangina est une agglomération du territoire de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo. Samedi dernier, elle s'est vidée de ses dizaines de milliers d'habitants au lendemain d'un massacre d'au moins 8 civils et des rumeurs d'attaque du groupe armé Force démocratique alliée, a-t-on appris auprès d'un responsable local et d'un témoin. À cause des rumeurs d'une présence de l'ennemi à 5 km, il y a un déplacement massif de la population qui se dirige vers Béni, a déclaré le maire de la commune rurale de Mangina, qui ajoute qu'il était impossible d'arrêter cette masse en mouvement. Et pourtant, le responsable précise qu'il n'y avait pas de présence des ADF près de la localité. Située à 30 km de la ville de Béni, la commune rurale de Mangina compte 72 422 habitants, selon son maire, qui a déploré que presque tous aient pris la route de Béni et des villages environnants. Ceux-ci avouent ne pouvoir prendre aucun risque en restant sur place. Des centaines d'enfants et des adultes sont déjà arrivés par vagues à Béni en provenance de Mangina, a rapporté un témoin. Sur place à Mangina, 4 véhicules blindés avec une vingtaine de casques bleus sont déployés. Des policiers et des militaires congolais sont également visibles dans la cité. Les ADF sont accusés d'avoir massacré plus de 300 civils en représailles aux opérations militaires lancées contre leur fief. On parle à présent de ce procès très médiatisé en Algérie, procès en appel. Le frère de l'ex-président de la République et conseiller Abdelaziz Bouteflika fait partie des personnes épinglées soupçonnées de déstabilisation de l'État algérien, avec 2 anciens patrons du renseignement et une responsable de parti politique. Ils ont été donc jugés en appel. Le parquet a requis 20 années d'emprisonnement ferme. Les 4 accusés en détention depuis leur arrestation en mai 2019 ont été condamnés par un tribunal militaire à 15 ans de prison en septembre pour complot contre l'autorité militaire et contre l'autorité de l'État. L'audience à huis clos a repris lundi devant la cour d'appel militaire de Blida, à une 50aine de kilomètres au sud d'Alger. La matinée a été principalement consacrée au réquisitoire, d'après l'avocat du général Mohamed Lamine Medienne. Ce dernier a dirigé 25 ans durant, jusqu'à son limogeage en 2015, le complexe département du renseignement et de la sécurité. La défense de Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs et proche de la famille Bouteflika, a aussi commencé à plaider et réclamer l'acquittement. Le 4e accusé, le général Atman Bachir Tartag, a comme la veille refusé de comparaître lundi. Tous 4 sont accusés de s'être réunis en mars 2019 pour élaborer un plan de déstabilisation du haut commandement de l'armée qui demandait alors publiquement le départ du président Bouteflika pour sortir de la crise née du Hirak, puissant mouvement populaire de contestation du régime apparu le 22 février.
C'est ce lundi que s'est achevé le sommet de l'Union africaine, la 33e rencontre. Les travaux ont duré 2 jours, c'était en Éthiopie. À l'occasion, le commissaire de l'UA pour la paix et la sécurité a déclaré que l'institution cherchait donc à jouer un rôle beaucoup plus important dans la résolution du conflit en cours en Libye. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait apporté son soutien à l'initiative d'un forum de réconciliation prise fin janvier lors d'un sommet organisé par le comité de l'Union africaine sur la Libye au Congo-Brazzaville. Le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité a martelé lors d'une conférence de presse au siège de l'Union africaine à Addis Abeba que l'UA et l'ONU devraient travailler main dans la main dans la gestion du conflit en Libye. Il a à cet égard rappelé le lien entre l'instabilité en Libye et la montée en puissance des groupes djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ces dernières années. En tant qu'Union africaine, nous voulons que la cessation des hostilités soit officiellement signée. Nous voulons rejoindre l'ONU dans une mission d'évaluation en Libye pour évaluer ce qui est nécessaire, pour superviser, pour s'assurer que la cessation des hostilités est respectée par tout le monde. Et nous voulons également faire partie de la mission de déploiement d'observateurs à Tripoli et ailleurs dans le pays où cela est nécessaire. C'est l'ONU elle-même qui a besoin de nous maintenant. L'ONU s'occupe de cette question depuis 8 ans. Je pense donc que l'Union africaine peut certainement apporter sa contribution car il s'agit d'un problème africain et nous avons une certaine sensibilité que d'autres n'ont peut-être pas. Une fois que la cessation des hostilités sera officiellement signée, nous voulons nous joindre à l'ONU dans une mission d'évaluation en Libye pour évaluer ce qu'il est nécessaire de superviser pour s'assurer que la cessation des hostilités est respectée par tous. De nombreux doutes existent toutefois sur la capacité de l'Union africaine à occuper un rôle de premier plan dans la médiation libyenne. Face à la multiplication des conflits sur le continent, l'Union africaine s'est fixée comme objectif d'être plus efficace et plus active dans leur médiation, comme en témoigne le thème du sommet de cette année, faire taire les armes. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision, c'est KTV. Au revoir.